Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, chers téléspectateurs de Média France TV. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Sans langue de bois. Ce soir, nous accueillons Yann Guild. Bienvenue à toi Yann. Merci voilà. De ton invitation. Je te remercie de ta présence. Yann est directeur artistique de la Compagnie des Mémoires Vives, mais il est également directeur artistique d'une association qui s'appelle Les Sons de la Rue, qu'il a créée à la fin des années 90, plus précisément en 1996 à l'Elzo. Alors, pourquoi tu as eu le besoin de créer cette association? Si j'ai bien compris, c'est un peu la culture hip-hop en milieu urbain. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelques mots sur les sons de la rue? Alors en fait, c'est début des années 90, voire même fin des années 80, il y a la culture hip-hop qui s'est implantée à Strasbourg, et notamment sur le quartier de l'Elzo, qui est presque le Belzins de Strasbourg. Mokhtar Ben Aouda, à ce moment-là, est animateur jeune. Animateur ou directeur? Non, il est animateur jeune à ce moment-là. D'accord. On est en 90, 91, 92. Il est animateur, il promeut ses pratiques artistiques. Et quand moi j'arrive, moi je viens de la musique, donc moi j'étais dans le ragamuffin à l'époque. J'arrive à l'Elzo en début 92 et je décide de monter un projet autour du rap avec le secteur préado, donc les 11-14 ans. Là on est en 92. Et en 96, 4 ans après, on décide avec les jeunes de créer l'association Les Sons de la Rue. Donc, avec les artistes. C'est les artistes, c'est les danseurs de Magic Electro, que les Strasbourgeois connaissent très bien aujourd'hui, qui sont dans plusieurs compagnies, Mira, Magic Electro, MJD, etc. etc. Et les rappeurs de la Roughneck Smala qui créent avec Magic Electro Les Sons de la Rue. Est-ce qu'on peut dire que par exemple à la fin des années 90, qu'il y avait deux groupes de musique hip-hop qui sont créés à Strasbourg, l'un l'Elzo et l'autre au Neuhof, avec NAP et les Sons de la Rue? Est-ce qu'on... Toi, tu parles au nom du Neuhof, toi? Parce que c'est un ancien Neuhof. On va dire que pour nous, le Neuhof, c'était le modèle au niveau du rap. C'est vrai que les NAP, Neuhof Attitude, etc., sont des groupes qui étaient des modèles pour les jeunes de l'Elzo. L'Elzo, c'était beaucoup plus la danse qui s'est développée. Le rap, je l'ai développé moi avec Karim Ben Gandil, qui lui rappait déjà et était habitant du quartier. Moi, j'ai commencé à habiter à l'Elzo à partir de 92, au moment où j'ai travaillé dans le centre. Et quand cette aventure artistique se développe, à un moment donné, on a des besoins, si tu veux, et des projets qui sont ambitieux et qui dépassent les murs d'un centre social et culturel. Et en même temps... C'est-à-dire vous avez touché les jeunes de tous les quartiers de Strasbourg. Il y a ça, et puis en même temps, un centre social, il a des missions précises. Nous, on voulait parler de production de disques, on voulait organiser des concerts, on voulait professionnaliser les artistes. Donc c'est des missions qu'un centre social et culturel ne peut pas mener. Et donc il était nécessaire qu'on coupe le cordon ombilical et que les Sons de la Rue deviennent autonomes. Et c'est ce qui s'est passé en 1996. De 96 à 98, on est resté au centre, hébergé par le centre social et culturel de l'Elzo, et on a quitté et intégré les studios au Neudorf en août 98. Mais vous avez quand même 22 ans de parcours, c'est intéressant quand même. Ouais, j'ai pas l'air, mais je suis âgé. Non, ça a été une aventure formidable que moi j'essaye de réitérer ici et là en France sur les quartiers populaires dans lesquels je travaille, et notamment les quartiers nord de Marseille. Donc c'est vraiment de dire un centre social, un quartier, des jeunes qui ont une pratique artistique qui s'appelle le hip-hop, voilà un des secrets de la réussite, c'est-à-dire qu'effectivement leur pratique artistique devienne aussi un projet de vie, fasse vibrer le quartier. À l'époque, ça distillait dans tout le quartier, c'est-à-dire que toutes les familles étaient concernées, de tous les âges, ça concernait tous les secteurs d'activité du centre. Il y avait une vraie émulation, et les Sons de la Rue existent toujours. Vous avez dit qu'il y avait une vraie émulation, et aujourd'hui, on a le sentiment quand même qu'il y a moins d'intérêt pour le hip-hop. Je veux dire, arrivé en 2018, on dirait que les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Twitter, l'a un peu emporté sur cette réalité artistique, non? Non, c'est que le hip-hop, il s'est universalisé, c'est-à-dire qu'il est parti des ghettos, des ghettos français, et aujourd'hui, il irrigue toute la jeunesse de France. D'ailleurs, c'est bien ce qui ennuie certains qui ont une vision très très ethnocentriste de la culture et de la musique. Le rap, c'est le premier vendeur au monde de musique. La culture hip-hop, aujourd'hui, à Strasbourg, ils sont des milliers de jeunes qui pratiquent la danse. Le rap, c'est toujours un peu plus underground parce que c'est le texte, parce que c'est un peu plus subversif et violent.
violente Il y a un dans ce que côté ça un peu raconte. revendicateur. C'est aussi la description des situations que vivent les gens dans les quartiers populaires. Surtout. Et celle-là, elle s'est bien aggravée Sur les 20 ces dernières 30 années. dernières années. Ouais. Et par contre, la danse, c'est quelque chose qui aujourd'hui se pratique partout. Tu vas dans n'importe quel petit bled dans le milieu rural, tu trouveras un atelier de danse hip-hop. Non, ça s'est démocratisé et ça, c'est une réussite de l'immigration en France. C'est-à-dire que cette culture-là, qui est la culture de l'exil, qui est la culture de l'altérité, du métissage, de la créolité, elle s'est imposée dans le paysage culturel français, quoi. Tout à fait. Alors, on a dit que vous étiez également le directeur d'une compagnie qui s'appelle Les Mémoires Vives. Alors, je vous pose cette question. Est-ce que la compagnie des Mémoires Vives est le prolongement des Sons de la Rue? Alors oui et non. Oui, parce qu'elle elle émane des Sons de la Rue. D'ailleurs, les Sons de la Rue sont devenus au fil du temps une sorte de plateforme de développement de projet. Et oui, dans ce sens-là, et dans le sens éducation populaire, c'est-à-dire que Mémoire Vive aussi, comme les Sons de la Rue, travaillent dans les quartiers populaires, font des ateliers de pratique artistique, professionnalisent, etc. Non, parce que la grande différence, c'est que Mémoire Vive a un objet politique particulier que n'ont pas les Sons de la Rue. Les Sons de la Rue, c'est une association... C'est-à-dire, quand tu dis un objectif un objectif politique, c'est que Mémoire Vive, sa date de création l'explique, l'objet artistique. C'est que nous, on s'est créé au lendemain de ce que les médias et les politiques ont appelé les émeutes de banlieue, que nous, sociologiquement et politiquement, on appelle les révoltes de banlieue. C'est pas du tout pareil. Hein. Novembre 2005. Novembre 2005, on réagit, on dit il y a un problème. La France ne connaît pas ces quartiers, la France ne connaît pas la population de ces quartiers populaires, la France ne connaît pas l'histoire des gens qui habitent dans les quartiers populaires, donc la France a du mal à connaître même sa propre histoire. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de créer Mémoire Vive, et qui a un objet précis, qui est la création et la diffusion de spectacles vivants sur l'histoire des immigrations, l'histoire des luttes sociales, l'histoire des luttes collectives, des mémoires collectives, etc. Avant de t'accueillir sur le plateau, j'ai regardé un peu sur YouTube un certain nombre de spectacles que tu as réalisés. J'aimerais juste comprendre pourquoi il est important pour toi de parler de l'histoire coloniale. Je veux dire, on retrouve souvent cette thématique dans les spectacles que tu as réalisés. Pourquoi cette touche est importante? Parce que justement, pour revenir à la question qui a engendré notre création, c'est-à-dire le novembre 2005, c'était de comprendre les raisons de la colère. Qui sont ces populations? Dans quelles conditions elles sont arrivées en France, historiquement, socialement, économiquement? Et on se rend compte qu'elles sont le fruit de l'histoire coloniale. La présence de ces diasporas, notamment africaines, nord-africaines, caribéennes, asiatiques, enfin toutes ces populations, ces communautés issues de nos anciennes possessions coloniales, sont pas là par hasard. Les rapports qu'entretiennent l'État français et la France avec ces populations-là a toujours été problématique. Conflictuel. Il y a toujours eu un arrière-goût pratiquement de racisme structurel, de condescendance, de paternalisme, etc. Et il nous semble, nous, nécessaire, à la fois moi, si je mets la casquette d'ancien éducateur populaire ou d'artiste français ouvert au monde, qu'on fasse un vrai travail de mémoire sur cette histoire coloniale. On est des transfrontaliers, on est à 3 km de l'Allemagne qui a fait un travail énorme au lendemain de l'Holocauste sur la dénazification des esprits, des institutions, etc. Nous, on plaide depuis le début pour la capitale des droits de l'homme. On plaide depuis le début pour la décolonisation des esprits, des institutions, etc. Que cette matrice coloniale qui a fait vivre la République au moins les 2/3 de son existence, elle arrête de pourrir nos relations à l'autre, elle arrête de pourrir nos relations à l'islam, elle arrête de pourrir nos relations au reste du monde, quoi. Tu as parlé de la relation à l'islam et tu as parlé de l'altérité. Est-ce que tu ne penses pas que dans toute cette réalité, ce que tu as retracé depuis les Sons de la Rue de 96 à aujourd'hui en 2008, en passant par ta compagnie des Mémoires Vives, qu'en fait, réellement, la France a un vrai problème avec l'islam. C'est-à-dire que elle a du mal à comprendre cette dynamique, elle a du mal à comprendre l'existence de sa population qui représente aujourd'hui 10%. On ne va pas se lancer dans un débat maintenant, il va être extrêmement long, mais l'islam est la religion de toutes ces communautés et de ces peuples qui ont été sous notre dépendance, sous notre joug et sous notre oppression. Donc forcément, intrinsèquement, il y a un problème, rien que lié à l'histoire coloniale. Après, si on se met à remonter à l'histoire des croisades, etc., le monde arabo-musulman, comme le monde africain, il nous est totalement étranger. Dans une vision coloniale des choses, tu n'apprends pas ou tu ne sens pas le désir ou la nécessité d'apprendre la culture et l'histoire des autres, puisque tu t'es positionné au-dessus, culturellement, historiquement, politiquement, etc. Donc, les enfants de France n'ont jamais eu une connaissance aiguë nécessaire,
de la religion des autres et de l'histoire des autres. Tu peux questionner aujourd'hui des élèves sur l'histoire des religions et l'histoire islamique, c'est zéro. Tu les questionnes sur l'histoire africaine, ils vont te dire aujourd'hui en 2017 ce que nos arrière-grands-parents disaient, appris dans les bandes dessinées, c'est-à-dire c'est le désert, il n'y a rien, il n'y a pas eu d'espoir. L'Afrique, c'est un continent qui a une grande civilisation, une grande histoire. Et la colonisation, malheureusement, a nié l'égalité civilisationnelle. Et ça, il faut qu'aujourd'hui, tout le monde, nous en tant qu'artistes, les autres en tant que société civile, politique, etc., s'emparent de cette question-là. Et qu'on n'ait pas peur de mettre nos pages sombres sur la table. Et moi, je dis tout souvent, un pays, c'est comme une famille. Les problèmes de famille entre les membres d'une famille, si tu les règles pas, ça pourrit la situation et un jour ça explose. Juste pour clôturer le débat ou la discussion, c'est-à-dire Macron a fait une visite officielle en Algérie au mois de décembre dernier et il a dit qu'aujourd'hui que le colonialisme est un crime contre l'humanité. Je trouve que c'est quand même courageux, la présidente de la République. Ouais, c'est très courageux et d'ailleurs je pense qu'il est quand même revenu en arrière. Moi, si je prends la définition, non pas la définition juridique de crime contre l'humanité, hein, qui a été inventé, qui s'est appliqué lors du procès de Nuremberg, mais de crime contre l'humanité, contre toi, humain, en tant qu'entité humaine, et tout ce que tu représentes culturellement, socialement et historiquement, oui, pour moi, la colonisation est un crime contre l'humanité. La colonisation a nié l'entité humaine qu'elle avait en face d'elle. Elle a nié les territoires, elle a nié leurs habitants. Ça, franchement, je ne vois pas comment on peut s'opposer à cette phrase-là. Je ne vois pas trop. Une dernière question. Est-ce que pour toi, dans le contexte actuel, c'est pas compliqué ou complexe, justement, de parler de ces thématiques-là, c'est-à-dire, et en même temps de les théâtraliser sous forme d'une compagnie? Est-ce qu'il n'y a pas une vraie difficulté aujourd'hui quand tu sillonnes la France, les différentes villes? Bah écoute, je vais redire pareil, hein, c'est oui et non, c'est-à-dire que et oui et non parce qu'on a affaire à deux France. On a affaire à une France qui aujourd'hui a conscience de sa créolité et de sa dimension pluriculturelle, plurielle, et qui pense, cette France-là, qui pense qu'il est nécessaire qu'on parle de l'histoire coloniale, qu'on passe à autre chose, qu'on fasse le deuil de ça, mais qu'on ne hiérarchise pas les souffrances humaines et les mémoires, que les crimes coloniaux ont existé et qu'il est nécessaire aujourd'hui et de les dénoncer et de mettre en place tout ce qui a été fait pour d'autres drames, procès, etc., etc. Et une autre France très frileuse, très centrée sur elle-même, très ethnocentriste, très identitaire, qui continue à s'enfermer dans un mythe historique, dans un récit national qui est complètement légendaire et qui dit que la colonisation a été portée et a eu comme conséquence des bienfaits, la médecine, le progrès technologique, etc., etc. Et donc forcément, ça dépend des gens qui sont en face de toi. Sur quel angle qui sont en face de toi. C'est rajouter à cette situation-là l'état d'urgence, les attentats, une sorte de peur-panique sur le territoire, et qui fait que certains se disent « Ouh là 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 là, c'est pas le moment de parler de ça, vous allez générer de l'anti-France dans cette jeunesse, etc. » Moi, je leur dis « Écoutez, faites-moi confiance, je peux vous dire que c'est l'inverse qui crée un sentiment anti-République et anti-France. C'est de penser que la République a des choses à cacher et que la République n'est pas capable de regarder tous ses enfants dans les yeux et de leur dire « Voilà, il y a eu, dans mon histoire, il y a eu des errements, et notamment cette époque où, au nom de liberté, égalité, fraternité, nous avons conquis, nous avons opprimé et nous avons asservi. » En tout cas, ce que j'aime bien chez toi, c'est ton franc-parler, c'est-à-dire c'est du tac au tac. Mais c'est pas violent, t'es d'accord? C'est pas violent. Ouais. Non, mais c'est du tac au tac. En tout cas, c'est réfléchi, il y a une vraie réflexion, il y a une vraie maturité dans tes idées. Et en tout cas, à titre personnel, j'apprécie beaucoup parce qu'il y a une vraie vision dans ce que tu dis. Et c'est réfléchi, en tout cas, c'est 20 ans, 15 ans d'expérience que tu as, c'est 15-20 ans d'expérience que tu as de terrain. Alors juste pour finir, je peux quand même dire quelque chose par rapport à ça, c'est que s'il y a une verve comme ça, presque à la limite de l'agressivité, mais en tout cas qui montre qu'il y a, selon moi, une vraie urgence, c'est parce que j'aime ce pays et j'aime sa population. Et je suis aujourd'hui entouré, ma famille, large, élargie, proche, elle est issue de cette histoire-là. Et je dis qu'il y a urgence à reparler de cohésion sociale. Reparler de cohésion sociale, c'est qu'on ait une histoire partagée.
pour qu'on ait une histoire partagée, il faut qu'on reprenne l'exemple de la France et de l'Allemagne au moment où la France et l'Allemagne ont décidé de réécrire l'histoire de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale ensemble. Je voudrais que la France et l'Algérie réécrivent ensemble, à quatre mains, l'histoire franco-algérienne et qu'on puisse faire ça avec toutes les nations avec qui on a eu des rapports difficiles à un moment donné de notre histoire. Conflictuel. Est-ce que tu peux nous donner un avis tranché? Souvent, quand on invite tous les mercredis soirs, lorsqu'on a un invité... Je m'avais pas dit ça. Ouais, ça, c'est la surprise. C'est le piège. C'est le piège. Et on demande un avis tranché, peu importe. C'est-à-dire tu as la liberté totale, mais de donner un avis tranché. C'est une forme de message en fin d'émission. Tu as la liberté. Sur il n'y a pas de sur question. n'importe quoi. Ouais, n'importe quoi, sur la thématique que tu souhaites. Ça peut être... C'est les gens, et ils me voient où? C'est là, cette caméra? Au milieu. Il y a dans notre histoire les moments douloureux, mais il y a également des moments magnifiques. Et dans le travail de la compagnie Mémoire Vive, on a trouvé ces moments magnifiques. C'était notamment des moments de lutte sociale très solidaire où, dans les fonds des mines, dans les usines, sur les chaînes de montage, des gens venus des quatre coins du monde ont construit ensemble, ont lutté ensemble pour leurs droits et leur dignité. Et je pense que la France a aujourd'hui à se repencher à la fois sur ces moments-là et de se rappeler les acquis de la résistance française et tout ce qu'on doit, notamment au Conseil national de la résistance, et comment toutes les franges d'une population, toutes les obédiences politiques ont décidé d'écrire ensemble un pacte social qui malheureusement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale est rogné, effacé des mémoires, etc. Donc mon message c'est gardons les mémoires vives. En tout cas, je te remercie de ta présence. Merci d'avoir fait le déplacement. Je sais que tu as un agenda très chargé. Toi aussi, a priori. A priori. En tout cas, chers invités, chers téléspectateurs, nous arrivons donc à la fin de notre émission. J'ai toujours un petit message à la fin de notre émission, mais avant de passer à la fin, nous allons publier un teaser, c'est ça? Il faut que je me mette un peu à l'anglais. En fait, je traduis, donc on va vous diffuser un extrait de la deuxième pièce de la compagnie qui s'appelle Folie Colonie. Et le teaser est donc un extrait du spectacle, une bande-annonce de 2 minutes 30. Folie Colonie. Voilà. Donc ça nous permettra à nous tous, collectivement, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop dans ce domaine-là, de mieux comprendre la dynamique. C'est un morceau de rap, donc c'est moi qui rappe. Et c'est effectivement un texte, je viens de le redécouvrir quand j'ai entendu avec toi la sélection de ce teaser, qui explique un peu l'image que moi j'ai de la colonisation. Voilà. Chers téléspectateurs, je vous dis donc à mercredi prochain, et n'oubliez pas de dire à ceux qui vous sont chers, à ceux qui vous sont proches, que vous les aimez. Je vous dis à mercredi prochain avec un nouvel invité, et je fais un petit clin d'œil à la régie, donc le clip est prêt. Voilà. Bonne soirée et à bientôt. Ils ont rayé des pays de la carte et en ont créé d'autres, marchant sur des tombes, brisant des équilibres ancestraux. Ils ont écrasé des civilisations millénaires, les vidant. Illustre compagnie du Palais des Merveilles, bonimenteur, acrobate, saltimbanque, bouffon et indigène, en place pour la parade. Ils ont rayé des pays de la carte et en ont créé d'autres, marchant sur des tombes, brisant des équilibres ancestraux. Ils ont écrasé des civilisations millénaires, les vidant de leur culture, les pillant de leur matière première. Ils ont travesti les danses, les rituels des ancêtres. Par la guerre et les alliances sont devenus les nouveaux maîtres. Ils ont dit toi ou tout, toi tout de suite, toi rien du tout, toi viens ici. Là c'est plus chez toi, mais chez nous à genoux maintenant prie Jésus-Christ. Ils ont brûlé des trônes, des fétiches et des totems. Asséché des rivières, on a même fait des poèmes. Ils ont coupé en deux des pays, des villages et des familles. Ont pris le pouvoir seul ou ont mis au pouvoir des faux rois soumis. Au nom des devoirs de la race supérieure, au nom de la grandeur de l'empire, prendre le meilleur et laisser le pire. Enfin, jeune homme, de grâce, gardez dans vos armoires vos devoirs de mémoire. D'autant que vous racontez n'importe quoi. Nous sommes la nation la plus civilisée d'Europe, la fille aînée de l'Église. Nous sommes des philanthropes, des missionnaires, des humanistes. Et si nous allons là-bas chez les sauvages, c'est pour les éveiller. Les éduquer, les christianiser, les cultiver. Laissez-moi lui dire 2 mots. Les gens du Sud n'ont pas les mêmes capacités intellectuelles que les gens du Nord. C'est une question, entre autres, de climat. Et c'est la raison pour laquelle certains peuples sont nés pour dominer et d'autres pour obéir.
larmes ne cessent de couler, fouettées par les tiens. Oh, mon âme ne cesse de saigner, enchaînée par les miens. Je suis passé du fouet, du noir au fouet, du blanc, esclave des uns, esclave des autres. Chassé, vendu ou échangé par les miens, je reste toujours la possession des autres. Oh, mes larmes ne cessent de couler, fouettées par les tiens. Oh, mon âme ne cesse de saigner, enchaînée par les miens.